Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer dans quelques secondes. Eh bien, commençons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Hélas, consultant associé chez Progress Partners, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré au fait de pouvoir conjuguer le lean et le big data. On va être en force aujourd'hui. On est très heureux d'être avec Laurent Boisseuil, qui va se présenter. Laurent, est-ce que tu es là avec nous? Tu enlèves ton... Tu es en mute. Je suis en mute, j'avais enlevé le mute. Bonjour à tous. Me voici. C'est bon? Oui, on t'entend. Très bien. Cyril Grand, qui est aussi consultant chez Progress, associé. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'avoir construit ce webinaire avec Neoma Business School. Et on a Whale qui est avec nous, qui fait partie de cette prestigieuse école. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter Progress Partners en deux mots, mais avant ça, vous connaissez les règles d'usage. L'idée, c'est que vous puissiez couper vos micros, vos caméras, et puis vous puissiez interagir au fil de ce webinaire dans la conversation. Donc, vous avez dans le menu en haut à droite un petit icône sur afficher le fil de la conversation, et vous pouvez poser vos questions, commenter, et puis on réagira au fil de l'eau, et on se réservera aussi la possibilité d'avoir un temps d'échange à la fin pour répondre aux questions que vous avez ou aux commentaires que vous ferez. Voilà. Alors, notre approche Progress est en lien avec le sujet, le but c'est ça. On accompagne des démarches d'excellence, on les appelle comme ça, des démarches de transformation chez nos clients, quelle que soit l'entreprise, quel que soit son secteur, sa taille, avec autour de 3 composantes qui sont clés pour nous. La composante excellence opérationnelle, ou comment poser des processus robustes, poser des organisations, de la chasse au Mouda, etc., pour aller vers de l'agilité. On a un axe, une composante qui s'appelle l'excellence relationnelle managériale. Comment est-ce qu'on accompagne la transformation dans les relations et dans le système de management pour soutenir la performance et la transformation de l'entreprise. Et puis, évidemment, l'excellence digitale, c'est comment est-ce qu'on vient transformer les pratiques, les usages, en se servant évidemment de ce que les technologies nous permettent de faire. En regard du sujet de ce webinaire, la maîtrise des data, ou pour ne pas parler tout de suite de big data, on voit bien à un moment donné qu'elle nécessite d'être à la croisée de ces 3 composantes, quoi. C'est-à-dire quels sont les outils, les méthodos, la maîtrise qu'on peut avoir dans la collecte des données et dans l'analyse qu'on en fait et dans l'exploitation au sens large, pour être capable d'en faire quelque chose et finalement de faire progresser l'entreprise et les équipes. Mais que fait-on de ces données? Dans quel état d'esprit
Et donc, la partie ERM, excellence relationnelle managériale est clé, c'est-à-dire dans quel état d'esprit on gère ces datas, hein, pour en faire quoi et qui est mobilisé autour de quoi. Hein. Donc ça, c'est la dimension humaine est clé. Et bien sûr, l'enjeu, et là on commence à être au cœur du sujet, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se sert aussi des technologies qui existent et qui se développent et qui vont continuer à émerger et à s'améliorer, comment on s'en sert dans les démarches d'excellence, quoi. Hein. Voilà, donc ça c'est le cœur de nos approches. Alors, pour introduire un peu ce webinaire, on a appelé ça conjuguer le lean et le big data. Et je laisserai ensuite Wael présenter la partie Neoma et le master disk. Lean et big data, pourquoi ce sujet pour nous? C'est on voit bien que les démarches d'excellence, elles datent, hein, elles sont historiques pour les plus anciennes, hein, si on suit Toyota, hein, dans les années 50. Et donc, on est dans des démarches qui sont historiques et en même temps qui doivent évoluer avec le temps. C'est-à-dire que le monde change et le monde des entreprises change et les technologies nous permettent à un moment donné de gérer de la donnée, voire beaucoup de données, hein, ce qu'on appelle la notion de big data. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire converger ces démarches d'excellence, les faire évoluer aussi, hein, pour intégrer ces changements de façon à être toujours dans le bon état d'esprit, mais en faisant évoluer et les pratiques et les organisations et les métiers. Donc c'est un sujet pour nous qui est important, hein, et on va se référer évidemment à des sources et en même temps voir comment ces démarches intègrent les nouvelles technos, quoi, hein. Wael, je te laisse présenter le master disk et puis Neoma au sens plus large. Oui, j'aurai mon micro. Oui, très bien, merci. Donc, Wael Maki, responsable des études du Master Disc au sein de Neoma Business School Paris. Le Master Disc, qui est le Master Digital Innovative Supply Chain, un programme de formation qui se déroule en alternance pendant 12 mois et qui est très axé sur les enjeux de transformation digitale en supply chain. Autrement dit, sur les enjeux de digitalisation des processus grâce au potentiel qu'offre aujourd'hui la donnée et plus globalement les technologies du numérique. Comment les organisations logistiques en place sont aujourd'hui challengées dans un monde de plus en plus numérique, comment les technologies digitales, on parle d'IoT, de cloud computing, de blockchain, de jumeaux numériques, etc., comment toutes ces innovations, toutes ces technologies viennent distribuer des écosystèmes logistiques tels qu'on les a connus jusqu'à présent dans le monde de la supply chain, dans l'industrie, dans le retail, dans le transport, dans l'e-commerce, dans le domaine du freight forwarding, etc. Et donc, on a monté ce programme de formation qui, cette année, va démarrer dans un mois sa troisième année, sa troisième promo, et qui est très axé autour de la transformation digitale en supply chain. Et on est ravis de collaborer avec Progress Partner pour la préparation de la certification Greenbelt et qui permet à nos étudiants d'obtenir cette certification fort intéressante dans leur futur métier de supply chain manager. Voilà très brièvement une présentation du Master Disc de Neoma Business School. Merci Wael. Laurent, on rentre dans le cœur du sujet. Très bien. Eh bien oui, dans le cœur du sujet, en fait, comme le disait Mathieu, hein, et comme le disait Wael aussi, on est dans un monde qui n'a jamais été si rempli de données dans notre quotidien. La donnée n'a jamais été si présente, elle n'a jamais été si facile à capter. Quelques exemples rapidement, mais on a aujourd'hui sur nous, certains d'entre vous ont sur eux des montres qui sont capables de dire en permanence où vous êtes, si vous avez couru, si vous êtes reposé, si vous avez mangé, à quelle heure exactement, etc. etc. Donc toutes nos activités humaines, c'est pas sans poser quelques problématiques, mais voilà, on est en permanence monitoré en quelque sorte et on est dans un monde où la donnée devient une véritable
source de richesse et dans un monde ultra connecté. On peut le voir aussi, hein, malheureusement, avec la crise sanitaire, on a un décompte en permanence du nombre de décès, du nombre de personnes infectées, du nombre de personnes guéries, du nombre de personnes dans chacun des pays. Et pourtant, on peut se poser la question, est-ce que tous les pays du monde récoltent la donnée de la même manière? Comment ces données sont regroupées, comment elles sont traitées? Et c'est ça qui va nous animer. Et c'est ça qui pour nous, déclenche une sorte d'interrogation, parce qu'on vit un vrai paradoxe. Un vrai paradoxe dans le sens où, effectivement, nous avons beaucoup de données autour de nous, et pourtant, notre expérience fait que quand on arrive dans une entreprise, la plupart du temps, les données dont on a réellement besoin ne sont pas disponibles. Leur exploitation n'est pas toujours faite dans les règles de l'art. Elle est partielle, dans le meilleur des cas, parfois erronée. Et puis, on se rend compte que même à des niveaux de comité de direction, les décisions, parfois stratégiques, qui peuvent être prises ne sont pas forcément prises sur la base de données. Et si elles le sont, on n'a pas fait vérifier éventuellement la fiabilité de ces données. Alors, ce que nous, on vit tous les jours dans nos expériences, c'est corroboré par un certain nombre d'enquêtes. Alors, c'est assez amusant. On vous a pris une enquête d'un cabinet un petit peu confidentiel, c'est Accenture, hein, qui nous dit le manque de compétences en matière de données coûte aux entreprises des milliards en productivité. Alors, on commence à voir que des milliards, c'est quand même une donnée très, très précise, hein, n'est-ce pas? On ne sait pas si c'est 1 ou 100, mais on n'est pas à 1 milliard près. Et puis, pour continuer, on lit cet article, et là encore, on est abreuvé de données. 37% des 9000 employés dans le monde, ok, comment ont-ils été choisis, on ne le sait pas. 37% des employés ont davantage confiance, etc., etc. 36, 61. On est un peu perdu dans toutes ces données, et même un article qui traite de la donnée, on se rend compte que finalement, il y a un vrai recul à prendre pour avoir une idée de la fiabilité et de l'exhaustivité de ces données. En complément, Laurent, oui. En complément, ce qui est intéressant, si on fait l'analogie avec les démarches et ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'on peut récupérer des données en disant, voilà, on a bien fait une étude, un échantillonnage de 9000 personnes, et on a tel pourcentage, etc. Mais en même temps, si on n'a pas la précision dans la maîtrise du processus, de comment est-ce qu'on allait collecter, quelles questions on a posées, comment on les a posées, dans quel schéma les personnes ont répondu, comment étaient orientées les réponses ou pas, quel biais il y a finalement sur le système de mesure, alors on peut prendre des décisions erronées. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin à un moment, on n'est plus dans des données pour se créer une opinion, on est dans des données pour prendre des décisions. Et à un moment, prendre des décisions, ça nécessite de comprendre le système de mesure, le système d'analyse, le système de prise de décision. Voilà. Donc ça, c'est... Et on se rend compte dans la vie de tous les jours, quoi. Et l'exemple que tu présentes nous le montre une fois encore, quoi. Alors justement, parler avec des données, pour nous, c'est pas nouveau. Alors quand je dis pour nous, c'est pour nous, comme disait Mathieu, hein, pour nous, experts en excellence opérationnelle, en amélioration des performances. C'est dans le lean management un concept clé. Alors pourquoi parler avec des données? Ben, on a un petit dessin qu'on aime bien, mais parler avec des données, c'est rendre les faits objectifs aux yeux de tous, c'est s'affranchir des ressentis. Et c'est aussi une manière de commencer à communiquer avec bienveillance. Vous noterez la différence entre arriver, on va prendre un exemple un peu industriel, mais arriver à la maintenance en disant cette machine tombe en panne tout le temps, c'est insupportable, c'est pas tout à fait la même chose que de dire tiens, aujourd'hui on a vécu 2 pannes qui nous ont ralenti la production et qui nous ont fait perdre 2 heures de production. Voilà, on sent que dès qu'on vient mettre une data, dès qu'on vient mettre des chiffres, et pas seulement, on a une objectivité
qui nous permet à la fois de faire baisser les tensions et de comprendre les phénomènes. Et c'est ce qui nous fait dire que la donnée, en fait, nous permet d'accueillir positivement les problèmes, puisque c'est aussi avec cette donnée qu'on va suivre au fur et à mesure, qu'on va pouvoir voir les améliorations qu'on peut faire au fur et à mesure, et se dire que finalement, chaque problème est une opportunité d'amélioration. Alors, la donnée, c'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, pardon. Laurent, en complément, la donnée peut nous amener à accueillir positivement les problèmes. Si on le dit un peu autrement, pour vraiment être capable de collecter les bonnes données et d'être capable d'en faire quelque chose et de prendre les bonnes décisions, il faut accueillir positivement les problèmes. Il faut être dans cet état d'esprit. Parce que autrement, on va tordre les données pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. C'est-à-dire que si je commence à faire remonter des problèmes sur la base de données et que la résultante, c'est que je suis jugé ou je suis blâmé sur le fait d'avoir remonté ce problème-là, alors il est fort probable que je fasse des données quelque chose d'un peu différent, d'accord, et que je les filtre et que je montre ce que j'ai envie de montrer, d'accord. Donc à un moment, quand on veut avoir des indicateurs en vert, le meilleur moyen, et tout le temps en vert, c'est de faire en sorte de ne pas accueillir positivement les problèmes. D'accord. Donc, et ça, quelle que soit la data, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans l'émergence de beaucoup de données, mais si on n'est pas dans cet état d'esprit de se dire, OK, j'accepte de voir des choses qui sont différentes de celles que j'imaginais, j'accepte de voir des problèmes, de faire en sorte que les problèmes sont là pour être résolus, alors si je ne suis pas dans cet état d'esprit, quelle que soit la quantité de données, on n'en fera pas grand-chose, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée, ce n'est pas nécessairement un chiffre. Ça peut l'être, hein. Bien sûr, on a des quantités de données qui sont des données chiffrées, hein, des données numériques. Mais les données, c'est aussi un fait observé sur le terrain, c'est aussi l'avis d'un client, etc. Et comme on l'a vu, la fiabilité des données, c'est un point crucial pour pouvoir les exploiter correctement. Alors, nous, dans notre expérience et dans les entreprises qu'on suit, on distingue plusieurs maturités. Et on distingue une évolution de la maturité des entreprises vis-à-vis de leur maîtrise des données. Alors, pour les entreprises les moins matures, ça commence par une absence totale de données. Et on verra que dans ce cas-là, on a des choses à faire. Et puis, petit à petit, l'entreprise s'appuie sur les données du terrain, sur la description du fait réel. Et au bout d'un certain temps, on apprend aussi à mettre en doute ces données, on y reviendra, puis à les faire parler. Puis, une fois qu'on en est dans cet état d'esprit, eh bien, on peut commencer à piloter et à prendre des décisions sur la base des données. Donc, on vous a mis une petite citation aussi qu'on aime bien, hein, de Monsieur Deming, qui est le père de la roue de l'amélioration continue, et qui disait « Sans données, vous êtes juste une autre personne avec une opinion », et c'est vraiment de ça qu'on veut s'affranchir dans une démarche d'excellence. Un mot, Mathieu? Un mot supplémentaire ou nous jouons? Bon. Alors, ce qu'on vous propose, comme on aime bien, c'est de faire un petit jeu. Alors, un petit jeu, alors il y a deux possibilités. Soit vous téléchargez très rapidement sur Android ou sur l'Apple Store l'application Kahoot, mais vous pouvez aussi aller vous connecter sur www.kahoot.it et vous aurez accès à une application ou au site internet et vous allez pouvoir jouer avec nous. On va jouer tous ensemble sur 3 petites questions rapides. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir en bas, au milieu de votre écran, en bas au milieu, une somme de petits carrés de toutes les couleurs, et dans 2 minutes, je vais vous donner un code PIN pour pouvoir jouer tous ensemble. Donc, je vais faire cette manipulation et je vous retrouve tout de suite. Alors, puisqu'on parle avec des données, 2 minutes, c'était une expression. Je vais essayer d'être plus rapide, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que vous voyez mon écran avec Kahoot? Oui, on voit ton écran. Eh bien alors, c'est parti. Et vous allez... Donc le code, je le note aussi dans le fil de la conversation, comme ça vous le gardez
Voilà. C'est le 553 04 83. Donc, c'est le code PID que vous notez sur votre application Kahoot ou sur le site web directement. De connecter. Super. Alors, en attendant que vous puissiez vous inscrire là et noter le code, le principe du jeu, c'est il y a 3 questions. Il faut évidemment essayer d'y répondre correctement et le plus vite possible. Et en fait, il y a un score qui apparaît et qui combine à la fois bonne réponse et rapidité. Encore quelques secondes pour que tout le monde puisse, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, puissent participer. Et puis on va lancer. Allez, je propose. Alors, ouais, question. C'est parti. Donc, c'est un quiz. Vous avez plusieurs réponses possibles, en l'occurrence 2. En l'absence de données, pour résoudre un problème opérationnel simple, je réunis mon comité de direction, je mets en place un bâtonnage pour comprendre ce qui se passe, je réunis les acteurs de terrain pour aller observer les phénomènes, et j'apprends à vivre avec ce problème. Alors, nous avons 12 personnes qui nous ont dit qu'elles réunissaient les acteurs pour aller observer les phénomènes sur le terrain, 5 qui nous ont mis qui mettent un bâtonnage en place. Mathieu, je te laisse commenter. Ouais, je vais commenter, Laurent, c'est Ah, Cyril qui parle. Oui, donc bon, effectivement, hein, c'est pas parce qu'on est dans un monde où on a de la data qu'on ne va pas sur le terrain avec une équipe et on implique les collaborateurs, on implique les équipes dans la résolution de problèmes. Donc la première réponse, effectivement, c'était je réunis les acteurs pour aller observer les phénomènes sur le terrain. Étape de base. Je mets en place un bâtonnage pour comprendre ce qui se passe, effectivement. On observe, nous, aujourd'hui, différentes maturités d'organisation. Alors, on a des process, on a des systèmes qui sont déjà instrumentés pour collecter la data. Mais on a aussi des process et des systèmes où les datas ne sont pas collectées parce que ce n'est pas automatisé, parce que ça n'a pas été prévu parce que ce sont des équipements qui ont 20 ans ou 15 ans. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on veut toujours parler avec des données et on met en place de quoi être le plus factuel possible, conformément à ce qu'on a abordé juste avant. Alors, ce qu'on voit dans le sens du digital, c'est que là, on a volontairement utilisé le mot bâtonnage, qui est un mot un petit peu ancien, hein, qui fait référence à du papier et un crayon. Aujourd'hui, il existe des solutions digitales où ce bâtonnage est totalement digitalisé et fait en temps réel avec l'implication des collaborateurs, avec une mesure précise, tout ça éliminant un certain nombre de gaspillages administratifs pour aller à l'essentiel. Merci. Alors, nous allons voir le classement. C'est le moment important, là. Et nous allons voir que c'est Play. C'est Play qui prend la tête, mais suivi de très près par Marion et Valérie qui se placent sur le podium. Alors, la question suivante, ça va être un puzzle. Vous allez avoir une série de réponses et vous allez devoir les mettre dans l'ordre. Alors, je requiers toute votre attention et nous y allons. Alors, le puzzle, lorsqu'on me fournit des données, qu'est-ce que je fais? Dans quel ordre? Est-ce que je les exploite? Je les prends mes décisions sur la base de celles-ci? Je les mets en doute et je m'assure qu'elles proviennent du terrain. Alors, le puzzle, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, on a 57% de bonnes réponses. Et la bonne réponse, c'était que lorsqu'on me fournit des données, et je vais laisser Cyril ou Mathieu, je ne sais pas, ou Wai, commenter ça. Allô, allô. Oui. Alors,
Oui, alors la bonne réponse, je m'assure qu'elles proviennent du terrain. Bon, effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les systèmes, il y a un certain nombre de data. Quand on pose la question de mais d'où vient cette donnée-là, on a rarement de réponse claire, précise. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la définition opérationnelle de la data, y compris dans des ERP, y compris dans différents systèmes. Donc effectivement, savoir d'où vient la data et de quoi elle parle précisément est un enjeu. Et donc c'est cette notion de je mets en doute, hein, je ne la prends pas telle qu'elle, parce que si je la mets telle qu'elle dans un algorithme, ben, les résultats qui vont en sortir, ou les prédictions, ou les règles qui vont sortir seront fausses. Voilà. Et sur cette base-là, je fais l'exploitation avec un traitement plus ou moins sophistiqué, graphique, statistique, et ensuite je prends des décisions. On y reviendra, mais ces datas-là permettent d'augmenter le management, hein, manager augmenté, c'est-à-dire de donner un maximum les capacités aux managers et aux équipes de minimiser les risques de se tromper lorsqu'elles prennent des décisions. Et c'est toute cette notion-là qu'amène le numérique et la data aujourd'hui dans les organisations. Juste un complément, Wael. Justement, la question de l'appropriation de la donnée, c'est-à-dire les sources de ces données disponibles aujourd'hui, qui nous viennent en grande quantité. Donc, l'appropriation, le traitement, autrement dit, la modélisation de ces données et leur analyse pour pouvoir prendre les bonnes décisions et comprendre les phénomènes remontés depuis le terrain. Donc, la question de l'interprétation qui doit être faite avec précaution en utilisant les méthodologies, les méthodes statistiques appropriées, tout en contextualisant les résultats par rapport aux phénomènes étudiés. Voilà. Merci. Alors, la dernière question, mais avant, on vous jette un petit coup d'œil, et c'est Stéphanie qui prend la tête, suivie de Fleur et de Rodolphe. Donc, on voit que les cartes se rebattent. Alors, la question suivante, qui vaut 2 fois plus de points, donc tout est encore possible. La voici. Alors là, ça sera vrai ou faux. Et en fait, vous allez voir dans quelques instants une série de données et voilà, il y a votre directeur de production a choisi d'acheter une nouvelle machine sur la base des données que vous voyez affichées. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que vous le félicitez? Si vous le félicitez, vous mettez bleu. Si vous ne le félicitez pas, vous mettez rouge. Alors, c'est un peu partagé, même si une majorité de directeurs qui ne félicitent pas leurs collaborateurs. Alors effectivement, c'est la bonne réponse, hein. Là, c'est une question piège qui a fait appel à des notions de statistiques intermédiaires, c'est-à-dire de tests d'hypothèses. Pourquoi? Alors la bonne nouvelle dans ce scénario-là, c'est quoi? C'est que le management prend des décisions sur des datas. D'accord. Par contre, il raisonne que sur la base de moyennes. On parle de temps de cycle d'opération, on compare les moyennes et combien de fois dans les organisations on nous présente des moyennes, uniquement des moyennes, et on ne prend pas en compte la variabilité des datas qui sont considérées. Et on n'a pas non plus notion du fait que là, on travaille avec des échantillons. Et donc, il faut savoir qu'avec des échantillons, on doit faire des tests d'hypothèse. Et quand on fait le test d'hypothèse, en l'occurrence de la moyenne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 71% de chances de se tromper dans ce cas précis si on décide d'investir dans cette machine. Donc, vous voyez, on met beaucoup de cash, on met de l'argent, et en fait, on a un risque inadmissible de se tromper, donc on met de l'argent pas au bon endroit. On prend la mauvaise décision. Donc,
Sur la base de ces données-là, et en particulier quand on fonctionne en échantillonnage, quand on n'a pas la chance d'avoir 100% de la data, ce qu'on va appeler la population, il existe une compétence, des compétences qui nous permettent de minimiser des risques, de se tromper et d'aller vers les bonnes décisions. Merci. Alors, le podium. Mathieu, tu commentes le podium? Non, Mathieu ne commente. Je peux commenter, je peux surtout féliciter et Stéphanie, et Marion, et Rodolphe qui fait une remontée spectaculaire. Et effectivement, la question valant double. Rodolphe passe directement sur la première marche. Merci, bravo déjà à vous trois, mais à tout le monde d'avoir participé à ce petit jeu, quoi. Merci. Nous allons reprendre le cours de... Si j'y arrive, oui, je devais faire comme ça. Très bien. Et nous allons reprendre le cours de la présentation. Voilà, peut-être. Voyez-vous ma page? Non. Alors, vous ne la voyez pas. Alors, je recommence. Et là, ça doit marcher. J'espère. C'est bon. Très bien. Donc, après ce petit jeu, on va rentrer encore un peu plus dans le sujet et parler de la bonne donnée au bon moment. C'est un peu ce qu'expliquait Cyril tout à l'heure, hein. Donc, nous, quand on fait de l'excellence opérationnelle, de l'excellence relationnelle, les datas, ça fait un moment que dans les programmes Lean Six Sigma, on en parle avec un gradient et, comme on vous l'a déjà expliqué, hein, avec... en fonction du niveau de complexité du problème qui se pose, on va soit utiliser des outils graphiques, une simple observation, soit des outils statistiques et des outils statistiques de plus en plus pointus. Et on va travailler sur la base d'échantillonnage. Alors, c'est ce qu'on fait je vais venir là-dessus, hein, c'est ce qu'on fait quand on a des programmes Yellow, Green et Black Belt, où on va passer de l'observation des faits jusqu'à la résolution de problèmes très complexes. Mais vous voyez, la deuxième ligne, là, c'est le nombre de personnes impliquées, on va y revenir. C'est-à-dire que plus on va complexifier le traitement des données, plus ça va être compliqué d'impliquer un maximum de personnes. Or, dans la démarche d'excellence, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'implication de tous. Et donc, l'opposition qu'on pourrait avoir, c'est dans le traitement de ce qu'on peut appeler le big data, c'est le fait que ce traitement va être confié à des personnes expertes, avec des systèmes nouveaux et avec des compétences nouvelles, hein. On voit apparaître de nouveaux métiers, administrateurs de bases de données, data scientist, ingénieurs cloud. Tous ces gens-là qui sont certes des experts et qui vont être capables de résoudre des problèmes plus ou moins complexes, mais ça peut aller jusqu'à des problèmes très complexes. Mais l'interrogation qu'on peut se faire dans ce traitement, c'est quid de la posture de ces personnes-là et quid de leur capacité à résoudre les problèmes avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Tu peux revenir, Laurent, sur le schéma revenir sur le schéma. Le schéma d'avant, voilà. Voici. En fait, on voit bien que l'émergence de ces nouveaux métiers qui sont forcément permises par de nouvelles technologies, hein, la capacité à capter toutes les datas, on en a parlé tout à l'heure, hein, et de gérer des datas par population, c'est-à-dire avoir l'ensemble des variables à tout moment, hein, toutes les 2 millisecondes, hein, on capte 1000 variables sur un produit, hein, là on est dans du big data, et on a l'ensemble de ces données-là, quoi. Donc, ce n'est pas de l'échantillonnage, c'est de la gestion par population. Ça nécessite évidemment à la fois des technos et des compétences spécifiques, d'où ces nouveaux métiers. Il ne faudrait pas que ces nouveaux métiers considèrent que la gestion de la data est uniquement dans leur périmètre.
Okay, parce que ça voudrait, comme tu le disais Laurent, ça opposerait cette ligne bleue là de data analysis à l'autre ligne orange, ligne Six Sigma, où l'enjeu c'est de se dire mais chacun doit être capable de gérer de la data à son niveau pour être capable de résoudre aussi à son niveau ses problèmes, hein, avec un soutien évidemment méthodologique. Et pour nous, la démarche d'excellence, c'est pas le Lean Six Sigma d'un côté, c'est pas le data scientist avec l'analyse de la big data de l'autre, c'est l'ensemble. Et la démarche d'excellence, elle doit porter les deux. C'est-à-dire comment est-ce que j'embarque le plus grand nombre en développant de la compétence pour être capable de comprendre, de mettre en cause, d'analyser, de prendre des décisions sur des données, et en même temps de se servir des technologies qui existent pour appréhender la gestion de l'analyse de data par population. Ça, c'est la clé. Et en plus de ça, c'est que le data scientist, il doit être dans le mindset, dans le bon état d'esprit de l'amélioration continue. C'est-à-dire que je peux avoir plein de données, si à un moment donné, je ne me raccroche pas au terrain et aux faits réels, on a un problème dans l'état d'esprit et on a un problème dans ce qui peut en sortir. D'accord ? Donc, à un moment, je me mets au service quand même du réel et des opérationnels qui sont sur le réel. D'accord ? C'est parfait, c'est la transition, hein, c'est sur l'infographie suivante, hein, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que sur les problèmes les plus complexes qui vont nécessiter, et c'est un plus d'avoir cet apport, de cette capacité aujourd'hui avec de nouveaux outils, non seulement de capter la donnée, mais de la traiter, puisque comme tu le disais, Mathieu, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'opérations à la seconde. Et donc, la problématique qu'on pourrait avoir, voilà, c'est qu'on laisse ça aux mains d'une seule personne et on voit bien sur la barre du dessous que plus on va aller dans des traitements complexes de la data, plus le risque est là de laisser un certain nombre de personnes sur le bord du chemin. Et c'est vraiment cela que nous, on souhaite accompagner, cette capacité à aller dans un accompagnement qui va aller de problèmes simples, d'un traitement graphique de la donnée, hein, comme vous pouvez le voir sur cette planche, un traitement par des méthodes très, très simples de Pareto, d'analyse de tête de Pareto, etc., d'analyse aussi de l'ensemble des coûts d'une entreprise. Par exemple, quand on va faire un chantier de déploiement, on va commencer là par capter la donnée qui est captable de manière assez facile, sans forcément être trop outillé. Et puis, on est aussi capable d'accompagner et de former un certain nombre de spécialistes en analyse statistique de l'ensemble des données par des programmes de formation Lean Six Sigma qui vont de la Yellow à la Master Black Belt. On sait aussi accompagner ces gens-là dans leurs projets et dans des projets et des résolutions de problèmes pointus qui permettent des gains de performance significatifs. Et puis, on a aussi développé cette expertise et cette capacité à accompagner les entreprises dans leur maîtrise de la data, et notamment avec l'aide de Neoma, enfin avec ce partenariat avec Neoma, mais pas seulement. Dans l'ensemble de notre écosystème, on a un certain nombre de startups qui sont en capacité à la fois d'aller capter et d'aller traiter un maximum de données jusqu'au big data et avec des résultats intéressants. Je pense que Cyril, tu veux peut-être commenter. Oui, simplement pour compléter, moi j'ai dès 2002 dans l'industrie automobile expérimenté ces approches. Alors ça commençait à s'appeler Big Data, mais dans l'industrie et pour une ligne de fabrication de 15 mètres carrés d'un airbag qui va dans un véhicule, passer de 300 valeurs collectées pour comprendre les phénomènes à 50 000 valeurs en l'espace de quelques jours, c'était les prémices de l'apport de la data massive avec des solutions d'intelligence artificielle, des solutions d'approche
pour comprendre les règles, quels étaient les paramètres qui jouaient sur le système, qui jouaient sur les résultats et influents, et quels étaient les bons réglages. Donc ça a démarré au moins dans l'industrie en France dans les années début 2000. Aujourd'hui, lors de nos accompagnements, on n'est plus dans ces notions-là. On traite, on est plutôt, voilà, on parle de 50 000 data, 100 000 data, 200 000 data, et on a des process beaucoup plus instrumentés qui nous permettent d'avoir de la data, même si on constate, hein, depuis tout à l'heure on parle de data, vous le savez, on distingue deux types de data, hein, les résultats, hein, ce qui parle du résultat du processus, et ce qui parle des données d'entrée. Et si on veut comprendre les phénomènes, augmenter notre connaissance, comprendre d'éventuels modèles qui conduisent à de la performance, il faut avoir une collecte simultanée des données d'entrée d'un processus et des données de sortie. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail pour aller collecter les données d'entrée et puis surtout pour les relier à la sortie pour pouvoir en tirer des conclusions. Voilà. Donc, c'est cette étape-là qui est faisable. Et de plus en plus maintenant, et notamment dans le monde des services, on a la data qui est beaucoup plus accessible puisque beaucoup de choses passent par les systèmes IT et les applications. Et on a un accès plus facile à la data, ce qui n'est pas forcément encore le cas dans la partie industrielle. En complément, deux choses. La première, c'est que évidemment, il y a des solutions qui existent, des solutions technologiques, digitales, hein, qui permettent à un moment de collecter l'ensemble de ces datas. Encore faut-il que l'instrumentation soit au niveau, c'est-à-dire collecter des datas, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des capteurs pour récupérer ces données-là. Et il se trouve que il y a beaucoup d'entreprises, hein, qui ont besoin encore de poser l'instrumentation pour être capable de collecter la bonne data. C'est-à-dire que si on veut être capable de faire tourner des algorithmes et des outils de ce type-là, enfin, qui sont capables de faire de l'analyse sur beaucoup de données, il faut rentrer les données dans le tuyau, quoi. Or, on se rend compte, en fait, encore aujourd'hui, que des entreprises sont assez pauvres sur leur capacité à capter les datas. D'accord ? Et que finalement, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est le côté, là on voit un écran avec en temps réel, en fait, une représentation graphique de paramètres, en fait, de situations, d'accord, intégrant du multivariable, hein, ça peut aller jusqu'à 100, 1000 variables instantanément, et du multi-résultat, c'est-à-dire du multi-objectif, c'est-à-dire que l'ensemble de ces variables vont jouer sur plusieurs résultats. Un résultat de performance qui peut être de la productivité, en même temps de l'efficience en termes de CO2, etc. Donc on peut avoir plusieurs résultats. Hein. Cyril disait il y a des données d'entrée, des données de sortie, et on peut faire l'analyse. Et ces solutions nous aident à à accélérer en fait l'analyse en disant ben voilà les paramètres finalement qui sont influents et qui impactent le plus le résultat, mais au sens multi-objectif. Okay, et en fait, ça va faire des recommandations à un moment donné de réglage, de paramétrage, de plage, en disant sur ces paramètres les plus influents, sur ces variables les plus influentes, voilà la recommandation de réglage, parce que on a vu sur l'ensemble des jours et des mois passés que c'était la combinaison de ces paramètres-là qui donnait les meilleurs résultats. D'accord ? Mais ça veut dire qu'à un moment, il y a tout un schéma statistique qui est posé dans ces systèmes-là. Pour autant, c'est important de continuer à développer la compétence statistique dans les entreprises pour poser un regard critique face à ça. D'accord ? C'est-à-dire que ça nous aide dans dans l'analyse et finalement dans la prise de décision des data, et en même temps, ça ne doit pas devenir des boîtes noires qui nous empêchent de comprendre les mécanismes et finalement de se fier uniquement à ces solutions-là. D'accord ? Donc c'est là où on retrouve encore la complémentarité des deux axes qu'on présentait tout à l'heure, avec développement de la compétence et graduel, hein, évidemment, sur la maîtrise statistique et sur la maîtrise de faire parler les données, en fait, avec l'analyse l'utilisation d'outils de ce type.
Mathieu, en complément, il y a une dimension qui est peut-être évidente, mais peut-être que c'est intéressant que je précise ces éléments-là. Nous, quand on parle de données, on a une vraie attention à parler des données suivant les 5 M. Donc les 5 M, vous connaissez, hein, jusqu'à maintenant, on peut parler de données, bah, la machine, le moyen est équipé, le logiciel est équipé, donc on va chercher des données qui sont liées qu'au paramètre machine, qui est un des 5 M, qui est une des composantes qui explique des phénomènes. Vous savez qu'il y en a 4 autres. Donc nous, on va avoir une attention dans ce cadre-là à obtenir les datas et à mettre les datas dans le système qui correspondent au milieu, qui correspondent aux méthodes, qui correspondent aux hommes, Voilà. C'est pas toujours ce qu'on voit. On voit souvent des datas qui correspondent juste au process, aux machines, voilà, et à la matière. Donc la vraie puissance de tout ça, c'est quand on est capable effectivement d'y mettre les données qui balayent l'ensemble des M qui peuvent expliquer les phénomènes. Bien, merci. Ouais. Juste en complément, donc je partage complètement les interventions précédentes. Je voudrais juste rebondir sur la question du big data. En effet, le déploiement réussi du big data aujourd'hui nécessite une vraie intelligence collective, une collaboration multi-acteurs, afin justement de casser ces silos au sein des systèmes d'information, de rendre les business units de plus en plus communicants, au service d'une performance collective qui va de plus en plus s'étendre au-delà des frontières de l'entreprise, de l'organisation elle-même. On va de plus en plus parler de performance transversale, de performance collaborative et non pas de performance de l'entreprise seule. On parle de plus en plus, d'ailleurs, même dans les travaux de recherche, de performance écosystémique, un concept nouveau. Donc, je pense que c'est un concept qui mérite d'être analysé, pris en compte et qui sera amené à se développer dans les années qui viennent. Un deuxième point qui est la question de l'homogénéisation des données, qui me paraît aussi essentielle. On a aujourd'hui des données qui proviennent de sources différentes, donc justement tout le rôle à la fois du data scientist, mais aussi des différents maillons, je dirais, de l'arbre décisionnel, c'est de rendre ces données communicantes, interopérables, pour pouvoir ensemble designer des systèmes d'aide à la décision, smart, intelligents, qui permettent de capter en temps réel, d'automatiser et de prendre les bonnes décisions. Merci. Eh bien, il est temps pour nous de vous écouter aussi, si vous avez des questions. Alors, je n'ai pas la visu sur le fil d'actualité, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires ou de questions. C'est le moment, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez qu'on puisse réagir, creuser un sujet particulier qui vous tient à cœur sur ces questions de la donnée et de la donnée dans une démarche Lean en particulier. Ouais, Rodolphe, là, j'avais une question. Ouais, j'avais une question, je trouvais ça intéressant. C'était au niveau du partage de l'information, le point qui a été détaillé, que le data scientist, effectivement, il peut être un peu tout seul à traiter la donnée, mais que c'est intéressant de faire partager à tout le monde. Concrètement, comment on peut faire partager des données assez complexes à comprendre et analyser à tout le monde? Il y a plein de réponses à ça, hein. Il n'y a pas une réponse qui est la vérité, quoi, hein. Mais déjà, c'est de s'assurer que lorsqu'on fait une analyse, quelle qu'elle soit, sur un processus donné, c'est qu'il y ait une connexion entre cette personne-là, les data scientists qui vont faire cette analyse, et le terrain. C'est-à-dire qu'il y ait une compréhension du processus, des équipes en place, qui est déjà, j'allais dire une visite, mais c'est pas le bon terme, mais une analyse terrain du processus, d'accord, et qu'il y ait une rencontre déjà qui se fasse sur ce qu'on appelle le Gemba, hein, le lieu de création de la valeur. Ça permet à un moment donné de
déjà de créer une connexion, une proximité entre les personnes qui vont analyser les data avec ces technologies-là et puis le terrain. Et puis après, l'enjeu, c'est vraiment de vulgariser l'analyse qui est faite par ces personnes-là, hein, qui est faite à travers des solutions technologiques, mais aussi à travers les compétences que ces personnes ont, pour transmettre l'information au fil de l'analyse qui est faite en disant, voilà, on en est là, voilà ce qu'on a capté, voilà ce qui semblerait important comme paramétrage, et d'avoir un temps d'échange avec ceux qui vivent ce processus-là sur le terrain. Parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet à un moment de venir comprendre si on n'est pas en train de s'éloigner, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, on connaît tous les anciens qui ont des processus avec leur petit carnet en disant c'est ce paramétrage-là qui est vachement important pour le résultat. Et finalement, on se rend compte qu'avec les modèles qui sortent, c'est pas exactement ça. Donc ça, c'est vachement intéressant d'aller dans la confrontation. C'est pas dans le conflit, hein, dans l'échange. Dans l'échange où on se dit les choses, d'accord, mais avec bienveillance, ça permet de faire bouger les lignes des deux côtés, en disant tiens, c'est vrai que finalement ce paramètre-là n'est pas influent, ou au contraire, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'il n'apparaît pas, il faut que j'aille creuser dans mon modèle ce qui se passe, d'accord. Et puis ça peut venir aussi questionner, à travers ces échanges-là, l'instrumentation, en se disant tiens, c'est marrant, ce paramètre-là, on ne l'a pas vu, quoi. Du coup, il ne remonte pas dans les datas qu'on collecte, et du coup, ça permet de reposer à un moment donné l'instrumentation dont on a besoin et en cinquième. Hein. Donc, la réponse est multiple hein, par rapport à votre question, Rodolphe, mais clairement, créer cette connexion physique régulière entre les data scientists et puis les gens qui vivent le processus qui est analysé est pour moi une clé. Mathieu, j'ajouterais peut-être une dimension à ta réponse, qui est quelque part un principe qu'on a déjà historiquement dans les démarches qualité totale Lean. C'est cette capacité qu'on doit avoir à présenter de manière simple et claire des choses qui sont complexes. Parce que si je suis capable de présenter clairement, simplement, en allant à l'essentiel avec les mots terrain, des choses complexes, ça veut dire que je les maîtrise. Donc, une des compétences qu'on demande déjà à un bon black belt, à un bon green belt, c'est ça. C'est pas parce qu'il est capable de faire des graphiques sophistiqués, c'est pas ça. C'est comment il va rendre accessible cette restitution-là au terrain, à l'ensemble des collaborateurs. Et ça doit donner confiance. Cette compétence-là se développe et quelque part, elle nous donne confiance, car si je suis capable d'expliquer simplement quelque chose de complexe, ça veut dire que je maîtrise, ça veut dire que je suis proche du terrain, je sais de quoi je parle. Ok, on a deux autres questions. Une question de Abdelmajid. Comment conjuguer la donnée avec la sécurité des infos? Cyril, peut-être? Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a un sujet sur la sécurité des infos. Moi, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question-là. C'est vrai qu'il y a une attention à ce niveau-là. Si je parle en interne, effectivement, déjà c'est d'être capable de fonctionner en transparence. Mais effectivement, je comprends qu'il peut y avoir des enjeux de sécurité de data. Là, j'ai pas. C'est certainement un point sur lequel beaucoup de monde se penche aujourd'hui. Voilà, j'ai pas plus de réponses que ça aujourd'hui. Est-ce que je peux rebondir sur ce point? Oui, oui. Justement, aujourd'hui, il y a des technologies qui arrivent et qui deviennent de plus en plus, je dirais, matures, notamment la technologie de la blockchain, qui est ni plus ni moins qu'une base de données décentralisée permettant de sécuriser certaines transactions, certains échanges électroniques, et de les inscrire sur des registres dits infalsifiables. Donc ça pourrait être une réponse dans le futur, dans le court terme. Encore une fois, aujourd'hui, la blockchain et ses applications, moi je parle avec mon regard supply chain, transport, ça fait 3 ans qu'on parle ou un peu plus qu'on parle de blockchain, mais aujourd'hui, la blockchain est loin d'être déployée, je dirais, à l'échelle au sein des organisations logistiques. On est encore dans la phase du proof de concept
avec un développement qui est plus ou moins lent, mais on pense que dans les mois, dans les années qui viennent, c'est une technologie qui est très prometteuse et qui permettrait justement de résoudre ce biais qui est la sécurité, la cybersécurité de manière plus globale. La blockchain permet de générer ce qu'on appelle des smart contracts qui permettent d'automatiser certains process en convenant à l'avance entre fournisseur et son client d'un process. Et bien, ce process est exécuté de manière automatisée, ce qui permet de fluidifier la supply chain et de gagner en efficience. Voilà, donc ça pourrait apporter des éléments de réponse. Voilà, la blockchain, je pense que c'est une technologie qui a le potentiel pour relever ce défi. En complément, il y a aussi la capacité à faire parler des données chiffrées. C'est-à-dire que on n'a pas accès à la donnée. En même temps, quand on agrège un certain nombre de données chiffrées, on arrive à trouver des solutions. Voilà, c'est des choses qui sont émergentes aussi, qui sont en plein développement. En complément de la blockchain. Donc, en fait, on se rend compte que là, il y a des technologies qui sont en plein développement, qui ne sont pas encore totalement matures, hein, clairement, hein, comme Wael vient de l'évoquer. Et en même temps, c'est des technologies qui seront juste indispensables pour aller vers des écosystèmes et vers des entreprises ouvertes où on va aller chercher la performance de l'écosystème. Hein. Quand on commence à parler de co-création de valeur entre tiers et du coup partage de richesse sur cette co-création de valeur, on voit bien que la donnée sera sensible et la capacité de gérer cette donnée en étant protégée, hein, ce sera clé, quoi. Donc, une évidence pour moi, enfin une évidence, ou une conviction plutôt, c'est que la mise en place des écosystèmes et la plateformisation des entreprises viendra aussi avec la maturité des technologies et sera nécessairement accompagnée de ces technologies-là. Donc, il y aura probablement des compétences qui sont plus de la compétence purement data ou d'analyse de la data, comme on l'a évoqué pendant ce webinaire, hein, c'était le sujet de ce webinaire, mais ce sera des compétences technologiques propres à la création d'écosystèmes et d'entreprises plateformes, hein, et qui intégreront la blockchain, qui intégreront l'analyse de data chiffrée et d'autres technologies qu'on n'évoque pas là, quoi, évidemment. Alors, il nous reste, si on veut tenir le timing, il nous reste quelques minutes. On a une question sur la fiabilité des données. Comment assurer cette fiabilité? On a une question aussi de Stéphanie sur les processus répétables. Ouais, alors peut-être sur la fiabilité, alors c'est un mot qu'on peut certainement y mettre des choses différentes derrière ce mot. On sait que quand on parle de mettre en doute les données, on a des approches statistiques pour valider la qualité des systèmes de mesure. Donc ça, c'est une réponse. Hein. Fiabilité des données, elles sont mesurées. Donc quelle est la qualité de ces systèmes? Quelle est la variabilité dans ces systèmes-là? Donc ça, c'est une réponse. Et puis après, il y a la provenance. Et la provenance, eh bien, c'est effectivement savoir d'où elle vient. Et ça peut être plus ou moins complexe en fonction du type de data qu'on récupère. Mais un des basiques, c'est d'aller au plus proche, y compris dans les systèmes d'info, de comprendre d'où elle vient, voilà, de façon à savoir de quoi on parle. Nous, on voit beaucoup de gens qui nous parlent de temps d'écoulement, de lead time, qui est un des indicateurs clés dans le monde de la performance industrielle, sur des flux, et en fait, qu'ils ne savent pas quand est-ce que le début du lead time commence et quand est-ce qu'il finit, parce que dans les systèmes, on sort la data. Voilà, donc la notion de fiabilité de la data, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller s'assurer que le point de départ, le point d'arrivée, de quoi on parle, et le plus souvent, on a des surprises. Sur la question de Stéphanie, si quelqu'un... Oui, sur ma question, c'était, moi je suis très attachée à l'analyse des données parce que je suis Black Belt, mais je me retrouve dans un environnement de fabrication de projets informatiques où la culture, on me dit, ah non, mais nous, on ne fabrique pas des boîtes de conserve qui sont répétables, etc. Donc, je ne vois pas quelles statistiques de données seraient pertinentes, etc. Donc, je suis confrontée un petit peu à un no-go de cette analyse de données qui me semble pourtant très important pour améliorer notre performance.
Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Alors, moi ce contexte-là me parle pour faire des projets d'amélioration dans le monde de la R&D et dans l'innovation. C'est un petit peu le schéma qu'on a présenté à un moment donné, c'est-à-dire qu'en soi, les datas sur un projet, en soi, c'est une donnée. Ce qui est magique avec les statistiques, et là on n'est plus dans le big data, c'est que déjà avec une donnée, c'est mieux que de parler avec conviction, mais certainement sans data. Et puis en avoir 3 projets historiques, savoir faire un point milieu, un point maxi, un point mini, c'est encore mieux. Et l'intérêt de travailler avec des échantillons, c'est qu'on peut extrapoler si on ne fait pas d'erreur. Alors, il y a plein de choses traps. Comme vous êtes Black Belt, vous les connaissez, ça demande une certaine maîtrise. Et de là, ça peut commencer à faire parler les datas. Donc, effectivement, si on a quelques données, c'est toujours mieux que de rien avoir. Voilà ma réponse comme ça à chaud. D'accord. Si. Bien. Et puis après, il y a un autre élément de réponse, c'est que, mais comme dans toutes les démarches d'amélioration continue, c'est par l'expérience qu'on arrive à convaincre, quoi. C'est-à-dire que c'est en commençant à parler avec quelques données qu'on identifie avec l'équipe, de façon assez simple, qu'on va se rendre compte de l'impact que ça aura sur les projets, sur la capacité à réduire le time to market, à réduire les coûts, à simplifier la communication, à que sais-je, dans des organisations de ce type. Et c'est en montrant que, en pilotant ces quelques données-là, déjà, on améliore des choses, quoi. Et ça donne confiance dans le fait de se dire, oui, on n'est pas dans un processus industriel de fabrication de conserves, mais ça nous concerne aussi de parler avec des données. Voilà, je pense que la meilleure façon d'embarquer les équipes, c'est la démonstration. Il faut qu'ils s'y retrouvent, en fait, à travers ça. C'est-à-dire que parler avec des données, mais qui n'apportent rien au niveau des opérationnels de ces services-là, autant pas parler avec de données, quoi. Vous voyez, donc voilà, c'est par la démonstration aussi qu'on y arrive petit à petit, quoi. Et puis, il y a en complément, il y a aussi peut-être un piège, c'est que là, on parle de nouvelles technologies qui nous permettent d'analyser de grandes quantités de données. Ce n'est pas parce que ça devient disponible que 50 valeurs ne suffisent pas. Et après, on va nous dire, oui, mais 50 valeurs, on m'a appris que pour faire une capacité, il fallait 30 à 50 valeurs, donc je les veux. Mais en fait, de manière très pratico-pratique, déjà, si on a 5 premières valeurs, on est capable déjà de sentir si on va être bon ou pas bon. Donc, il y a des gradients. Et 5 mesures sur un historique de projets clés, c'est déjà mieux. Si j'en ai pas 50, c'est pas très grave, mais déjà j'ai de la data. Très bien. Il est 12h01, je vous propose de clôturer et de continuer la conversation. Vous avez nos coordonnées mail, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Je vous ai mis un lien sur une enquête de satisfaction. Vous avez aussi le QR code qui est affiché depuis un petit moment. Nous aussi, on a besoin de data. Ça nous permet de nous améliorer. Ça fait aussi partie, on essaie d'appliquer l'amélioration continue à nos processus également. Donc voilà, je remercie tout le monde et on se retrouve dans un mois, je crois. Oui. À très bientôt. Merci à tous. Merci, on se retrouve au prochain webinaire dans les semaines qui viennent. Merci à vous.